Sa première édition remonte au 13 novembre 1973 à l'initiative du président nigérien Amani Diori sous la présidence de Georges Pompidou. On en est cette année à la 28e édition. Il s'agit évidemment du sommet France-Afrique qui s'est déroulé du 7 au 9 octobre à Montpellier en France. Un sommet qui a revêtu un format particulier cette année. En effet, c'est la première fois depuis 1973 que cette rencontre se tient en l'absence des chefs d'État africains. Et pour cause, le président Emmanuel Macron a décidé de discuter des relations France-Afrique avec la société civile africaine et non les dirigeants. Alors, 28e sommet France-Afrique, un nouveau format pour une nouvelle ère dans les relations. C'est le thème de ce numéro de Convainc-moi qui reçoit deux habitués de ce plateau, Morgane Assogba et Olivier Michel de Compos, tous deux consultants en relations internationales. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Pour rappel, les travaux préparatoires de ce 28e sommet France-Afrique ont été paradoxalement, j'ai envie de dire, confiés à l'historien franco-camerounais Achille Mbembe, un théoricien donc, du post-colonialisme, l'un des intellectuels les plus en vue de l'Afrique francophone et surtout l'un des plus acerbes vis-à-vis de la France. C'est donc lui qui, 7 mois durant, a pris son bâton de pèlerin à travers une douzaine de pays et lancé plus de 60 dialogues entre mars et juillet dernier avec des acteurs de la société civile pour préparer le sommet France-Afrique de Montpellier. C'est lui aussi qui a choisi les 11 jeunes qui ont eu un échange direct avec le président Macron. Alors que dire très rapidement du choix, chers invités, porté sur Achille Mbembe, prise de guerre, comme le disent d'aucuns. Morgane? Est-ce qu'on parlera de prise de guerre? On parlera simplement d'une opportunité d'écouter les propos que plusieurs crient bas sous l'aspect d'une plateforme plus officielle. Et en l'occurrence, avoir le premier concerné à la tête de l'État en question, qui est la France, comme vis-à-vis à qui on peut dire un certain nombre de vérités. Ça, c'est l'aspect vu de l'angle de la société civile. Alors, si nous nous mettons du côté des leaders, et particulièrement de la France, spécifiquement de M. Macron, c'est une stratégie qui vise à non seulement, d'un côté, envoyer un message, un signal très fort aux leaders africains qui est, nous avons compris aujourd'hui que les grandes décisions qui d'avant étaient prises uniquement par vous ne sont plus forcément dans le cadre de votre apanage. Mais aujourd'hui, nous constatons l'influence du peuple dans la prise de vos décisions et nous avons donc décidé d'écouter directement le peuple. Mais nous avons un autre aspect qui est l'aspect nécessaire pour Emmanuel Macron qui bientôt va se retrouver aux élections. Évidemment. Et aujourd'hui en France, il ne faut pas penser à gagner une élection sans le soutien de cette diaspora africaine qui aujourd'hui se retrouve presque à tous les niveaux administratifs et d'influence dans la vie en France. Et donc, ces aspects font de cet outil qu'a initié M. Macron, cette nouvelle dynamique, quelque chose d'opportun et plus ou moins productif. Mais ce ne sont que les mois à venir. Un énième sommet, une opération juger véritablement. Morgane Assogba qui, donc, on va dire, peut parler un peu de ce nouveau format adopté par rapport au sommet France-Afrique cette année. Je reviens sur la question que je posais à l'entame de Compos. Le choix porté sur Achille Mbembe pour justement travailler à la préparation de ce sommet, connaissant évidemment le profil donc, du franco-camerounais. Donc on estimait que c'est une prise de guerre pour le président Macron que d'aller choisir justement quelqu'un de ce profil-là pour travailler à la préparation du sommet. Oui, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, c'est quelqu'un qui est connu assez dans le milieu du panafricanisme pour ses prises de position assez acerbes sur la politique française en Afrique et tout. Alors, prise de guerre, cela dépend de là où on se situe, du point de vue dont on est en train de vouloir analyser la situation. Parce que moi, je dirais plutôt que c'est un coup politique joué par le président français d'aller chercher celui-là même qui incarne une certaine image
des relations, de la lutte contre les relations France-Afrique. Alors, qui de mieux, en tout cas parmi tout le paysage, c'est vrai que ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus acerbes, beaucoup plus virulents que M. Achille Bembe. Compatriote voilà, qui est bien connu en la matière. Tout à fait, qui d'ailleurs parmi ceux-là n'ont pas été invités. Justement, on en reparlera. Tout à fait, donc ce qui laisse donc toutes les personnes qui portent des jugements critiques sur cet événement-là donnent beaucoup d'eau à leur moulin pour vraiment... parler de prise de guerre peut-être. Voilà, une prise de guerre pour se dire oui, il a certainement dû être retourné contre ces incidents. C'est de l'intelligence. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'intelligence, justement, point de vue stratégique pour le président Macron, que d'opérer évidemment que le choix de cette personnalité n'est pas... Composé avec son adversaire, bon, pas adversaire, mais son critique pour pouvoir avancer. Mais ça fait partie des stratégies politiques. Essayer de négocier, d'aller chercher celui-là même, à même de pouvoir créer une sorte de contradiction, de controverse pour le présenter comme finalement de la crédibilité. Vous n'arrêtez pas de critiquer, mais voilà quelqu'un qui n'a pas cessé de critiquer, qui quand même vient au devant. Et puis ça donne aussi l'image de ce dialogue-là que l'on veut créer, ce pont que l'on veut mettre en place entre les sociétés africaines et la France. Et la France. Le changement des relations. Alors, ce nouveau format, maintenant, parlons-en. Rencontrer la société civile africaine plutôt que les chefs d'État à l'accoutumée. Morgan Nassogba le disait à l'instant, oui, cela procède certainement d'un certain nombre d'analyses, d'observations sur le fait que oui, les peuples à la base, on va dire, participent de plus en plus maintenant aux prises de décision, plus finalement que les simples, on va dire, volontés des dirigeants. Du coup, pourquoi ne pas faire avec la masse, surtout qu'on est dans un contexte électoral en France. Est-ce on va dire, partagez-vous ce même point de vue? Oui, vous savez, d'abord, il faut reconnaître que ce qui s'est passé là est assez nouveau. On sort carrément du cadre habituel, le sommet entre chefs d'État africains, pour entrer dans un nouveau format comme celui que nous avons observé. Mais au-delà de ce constat de nouveauté que nous pouvons faire, il faut peut-être aller beaucoup plus au-delà et puis analyser quel est l'enjeu de tout ce qui se passe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de critiques qui se font déjà, qui ont commencé bien avant le sommet, pendant et même après le sommet. Beaucoup de critiques qui se font sur la façon dont ça a été fait et sur tel ou tel aspect de ce sommet. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? C'est bien évidemment l'éternelle question de la France-Afrique. Alors, la France-Afrique, c'est quoi? Faudrait-il encore le rappeler? C'est ce système politique, institutionnel et ce réseau d'influence-là qui permet à la France de pouvoir garder une sorte de mainmise sur ses anciennes colonies. Alors, est-ce que ce sommet-là, dans ce format, société civile et France, pourrait véritablement réussir à briser ce système-là? On ne peut pas le dire aujourd'hui, c'est difficile de le dire aujourd'hui, mais ce qu'il faudrait quand même retenir, c'est que ce sommet-là a eu l'avantage quand même de poser le débat. Comme le rappelait mon confrère tout à l'heure, tout ce qui a été dit n'est pas étranger au président français. C'est des éléments de langage qui s'entendaient déjà beaucoup sur les plateaux de télévision. Voilà. Bien évidemment qu'il est habitué par la diplomatie. Il y a les diplomates qui font des rapports. Et ce sentiment anti-français qui est monté beaucoup, prendre beaucoup d'ampleur en Afrique, il est au courant. Donc tout ce qui a été dit au sommet de Montpellier n'est pas étranger au président français. Mais ce qui est nouveau dans ce que moi je peux trouver de nouveau dedans, c'est que pour une fois, le débat est posé ouvertement. Donc, ce qui se disait dans la rue, dans l'opinion publique africaine, dans les chancelleries, maintenant, sur les plateaux de télévision et tout, on n'a pas arrêté de le dire nous-mêmes. Mais aujourd'hui, ils ont l'occasion de le dire face à face avec le président français et d'avoir un retour, c'est-à-dire au moins un début de réponse, à ces différentes préoccupations. Oui, bon, pas forcément concrète parce que vous allez remarquer qu'on n'est pas allé dans le fond du débat. On est resté un peu superficiel et il manque, c'est peut-être que c'est le cadre qui n'était pas approprié, mais il aurait fallu aller plus en profondeur dans le débat, dans le sujet. Parce que juste pour terminer là-dessus, la France-Afrique, il y a beaucoup de sujets qui fâchent. D'abord, il y a ces accords coloniaux
qui sont toujours en vigueur et qui, vous le savez tous, causent un problème de souveraineté aux pays africains. Il y a ces accords de sécurité et de défense qui justifient le maintien des bases militaires. Hein. On va en parler d'ailleurs. D'accord, l'aide au développement et pour finir le franc de ce CFA. débat. Donc tous ces sujets-là auraient dû être quand même creusés beaucoup plus. Évidemment. Pour rester toujours collé à ce nouveau format, donc est-ce que ce n'est pas finalement une manière pour le président Macron de matérialiser, j'ai envie de dire, la non-légitimité des chefs d'État africains à pouvoir discuter des questions liées aux relations entre les deux parties? Choisir de discuter avec la société civile plutôt que les dirigeants, surtout quand on s'en tient justement aux propos que le président Macron a pu avoir ces derniers jours, on va dire, vis-à-vis d'un certain nombre de chefs d'État africains, entre griffes. On ne peut s'empêcher d'analyser aussi la chose ainsi. Oui, déjà, il faut comprendre que la France démontre une fois de plus un génie. Vous savez, lorsque vous êtes dans un système de négociation, vous avez des vis-à-vis. Et vous recherchez toujours, pour tout bon négociateur, l'élément qui fait prendre la décision. La France s'est rendue compte que la plupart des chefs d'État africains ont commencé à changer leur façon de procéder, c'est-à-dire leur prise de position. Et la France a aussi identifié que l'une des raisons principales de ce changement dans la façon de discuter est bel et bien l'influence de la population. Et cela s'est prouvé au Mali, cela s'est prouvé au Burkina, voilà. Et donc la France s'est dit, après toutes ces analyses, il faut que je change aussi la donne, parce que la France continue d'avoir des intérêts en Afrique. Absolument. Et cela ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Ce qui fait que le système France-Afrique, qui a existé jadis, commence à devenir obsolète. Et donc, il faut le redynamiser. Il faut mettre en marche toutes les particularités nécessaires afin de maintenir les intérêts de la France en Afrique. Et quel est l'outil que la France a trouvé aujourd'hui? C'est d'aller dans une discussion directe avec la société civile, de voir dans quelle mesure on peut suffisamment influencer la société civile en l'inspirant de la crédibilité pour pouvoir continuer à maintenir ses intérêts. Et la grosse question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la société civile africaine est assez dupe pour se laisser simplement emballer dans cette nouvelle façon de procéder en matière de sommet France-Afrique? Parce que la France-Afrique ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est comment est-ce qu'on pourra tous en tirer profit? Parce que depuis des décennies, il n'y a que la France qui tire réellement profit de ce cadre de relations. C'est vous qui le dites, oui, vous savez, je ne le dirai pas parce que c'est un ensemble de faits. Les pays africains, s'ils n'en tirent rien... Ils en tirent profit, mais pas autant que la France. Parce que lorsque vous êtes en négociation, il y a ce qu'on appelle des négociations gagnant-gagnant. Il y a des négociations où on est gagnant-perdant. Oui, ça dépend. Et lorsque vous regardez sur l'ensemble des aspects de coopération, et particulièrement l'un de ces aspects les plus pertinents est l'aide au développement, vous vous rendez compte que l'aide au développement venue de la France n'a pas forcément eu l'impact escompté lorsqu'on signait ces cadres formels d'aide et d'assistance pour le développement des pays africains. Voilà un peu où est-ce que nous en sommes. D'accord. En tout cas, les échanges ont été houleux entre le président Macron et ses interlocuteurs désignés, les 11 mousquetaires, j'ai envie de dire, 11 jeunes venus dans des 4 coins du continent. Quelle lecture faites-vous justement de ces échanges? Est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Les jeunes ont-ils relevé le défi? Alors, je vais bien laisser M. de Campos commencer. Oui, les 11 pépites, comme on les a appelés. Oui. Alors, oui, vous savez, comme je le disais tantôt, ce qui est certain, c'est que des choses ont été dites. Ça, on ne peut pas le nier, peu importe les critiques qu'on peut porter sur ces jeunes, sur la manière dont ça a été fait. Au moins, il y a des choses fortes qui ont été dites, des déclarations fortes. Et on a mis sur la table les différents sujets, même si ce n'est pas dans l'ensemble et dans la profondeur qu'il aurait fallu. Il y a quand même quelques sujets majeurs qui ont été mis sur la table. Et ça, c'est à l'actif
de ces jeunes-là, en tout cas de cette dynamique-là qui a été mise en place. Oui. Alors, beaucoup de critiques se font à l'endroit de ces jeunes-là quant à leur légitimité, c'est-à-dire le processus. Comment est-ce qu'on en a arrivé à sélectionner ces jeunes-là, sur quelle base, qui l'a fait et comment. Bon, c'est des débats qui se mènent. Mais ce sur quoi il faudrait quand même mettre l'accent, c'est cette première pierre, si on peut l'appeler ainsi, qui a été posée. Parce qu'une chose est certaine, à partir de cet instant, le président français, bien qu'il ait été bousculé, mais assez ingénieux pour imaginer un tel sommet. Va chercher à... Forcément, il sera attendu au carrefour parce qu'au moins là, tout de suite, on pourra lui dire, mais écoutez, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Donc, il sera mis devant de ses responsabilités en cas de déviance où on pourra lui rappeler ce qu'il a dit, voilà, toutes ces déclarations qui ont été faites. Maintenant, juste pour revenir sur ce que disait mon confrère tantôt, vous savez, j'ai entendu durant, parce que j'ai suivi un peu les discussions durant le sommet, où les jeunes ont parlé de relations équilibrées. Alors, il faudrait pas tout à l'heure, mon confrère le rappelait, les relations France-Afrique ne sont pas prêtes de disparaître. Vous savez, il faudrait qu'on se dise la vérité, l'équilibre en termes de relations internationales, l'équilibre entre États, c'est pas donné. Vous savez, même la France n'a pas toujours une relation équilibrée avec les États-Unis d'Amérique. La preuve, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement. Donc, que les Africains pensent que la France pourrait avoir une relation équilibrée avec eux, c'est un rapport de force. Merci, c'est le mot que je voulais sortir. C'est un rapport de force et d'influence. Donc, le poids économique, militaire et autres. Tous les domaines de la vie sont impliqués. Alors, cet équilibre-là, et de la responsabilité des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est une quête, c'est un combat qu'ils doivent mener eux-mêmes pour arriver au moins à imprimer une certaine reconnaissance, une certaine marque qui puisse forcer l'équilibre varie en fonction des intérêts, en fonction des rapports de force, mais dire qu'en 2030, selon leur agenda, que la France et l'Afrique seraient en relation équilibrée, je pense que c'est assez... C'est du leurre. Voilà, c'est compliqué à atteindre. Très rapidement sur le sujet, Morgane, est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Tout dépend déjà des objectifs de base. Lorsque vous vous mettez du côté des jeunes Africains, vous pourrez dire oui, dans le sens où ils ont eu la possibilité de s'adresser aux décideurs de la France actuelle. Même s'il est en fin de mandat, on ne sait pas s'il va revenir. Mais ils ont quand même eu l'opportunité de parler à la France dans un cadre assez formel. Du côté de la France, oui, c'est atteint. Première chose, envoyer un signal fort au chef d'État africain. On peut dire, en fait, on peut se passer de vous, c'est ça? On peut se passer de vous, mais on sait comment vous influencer. On sait comment jouer maintenant. Exactement. Ce blocus que vous faites. Et de l'autre côté, c'est aussi très bien pour M. Macron parce que il va se gagner la sympathie non seulement d'un certain nombre de Français aussi, mais aussi de la diaspora. Et tout va dépendre aussi des actes. Parce qu'ici, il arrive à poser un certain nombre d'actes qui inspirent davantage confiance. Je pense qu'il est en train de reprendre du poil de la bête. D'accord. Parlons à présent des annonces faites par le président Macron à l'issue de ce sommet. Il a été fait mention d'un certain nombre de choses. Justement, on parle d'un fonds, par exemple, d'innovation pour la démocratie en Afrique. Beaucoup d'annonces quand même, oui. Quelle lecture en faire? Oui, merci. D'abord, merci d'avoir pris ce point-là parce que c'est de l'ensemble des décisions ou des annonces qui ont été faites, c'est celui qui, moi, me dérange le plus. D'accord. Parce que, vous savez, dès qu'on parle d'innovation pour la démocratie en Afrique. Oui, dès qu'on parle de démocratie, moi j'ai un souci, j'ai un problème parce que je ne sais pas ce qu'on met dedans. Et là, le problème part de là. Et c'est pour ça que vous avez en Afrique autant de problèmes à chaque fois, parce qu'on veut imposer un modèle de démocratie un modèle justement politique qui n'est pas forcément adapté aux réalités. Et lorsqu'on me parle d'un fonds qui est censé soutenir la société civile ou censé soutenir l'alternance démocratique en Afrique, je ne sais pas ce qu'on veut faire. Et là, je voudrais vraiment que les uns et les autres soient assez prudents sur les tenants et les aboutissants d'un tel fonds et d'une telle Alors, on parle initiative. Indépendant déjà, donc oui, est-ce qu'on ne peut pas faire foi quand même à la patrie mère l'indépendance d'un tel fonds. Vous savez, mais vous ne serez pas là forcément pour juger de qui a été choisi. Mais il faudrait qu'on soit vigilant et que ça ne devienne pas un nouvel outil d'instrumentalisation des relations entre la France et l'Afrique pour aller imposer encore, parce que comme l'a dit mon confrère tantôt, Macron est en train de miser sur la société civile africaine,
peut-être en se disant que demain, c'est sur ces jeunes-là qui seront aux affaires. Alors, autant mieux... C'est une manière de commencer par tout à fait, autant mieux commencer par investir en eux, leur donner une certaine crédibilité, une visibilité, commencer par les mettre au devant de la scène pour peut-être après avoir des relations beaucoup plus cordiales, faciles avec. Donc, les Africains ne doivent pas rester dupes et doivent anticiper, analyser et voir venir vraiment les intentions de la France. Mais pour ce qui est du Fonds pour la démocratie, je voudrais quand même qu'on soit assez prudent et qu'on sache réellement ce qu'on fait. Parce que la démocratie, c'est vrai que le débat serait long pour le faire aujourd'hui. Oui, on finit bientôt. Et pour finir là-dessus, pour chuter là-dessus, le président français, j'ai apprécié ce qu'il a dit par rapport à cela. La démocratie, c'est un combat permanent. Et même pour les démocraties occidentales, qui ont mis des siècles à pouvoir y arriver. Donc, laissons le temps à l'Afrique de pouvoir s'approprier son modèle de démocratie et faire son chemin à ce niveau-là. Alors, on parle de création donc de ce fonds-là d'innovation pour la démocratie en Afrique. Je ne vous laisserai pas revenir sur cet aspect des choses parce qu'on pourrait y passer toute la journée. On parle d'un autre fonds, par exemple, déjà la Maison des mondes africains et des diasporas. Et là aussi, il y a un fonds d'amorçage de 10 millions d'euros qui sera mis à contribution justement des entreprises africaines innovantes du secteur du numérique, entre autres. Oui, vous savez, c'est là où moi je ne vais même pas m'appesantir sur cette décision dans le fond parce que c'est des outils. C'est des outils de diplomatie, c'est des outils de défense de la stratégie. Des intérêts de la France. Tout cela, ça va dans les intérêts de la France. Je vais plutôt m'appesantir sur l'aspect consciencieux que doivent développer non seulement les jeunes Africains, mais aussi les leaders africains pour déjà initier aussi des stratégies qui visent à déconstruire ces mythes de la nécessité d'avoir des fonds par la France pour faire la promotion des valeurs africaines. Oui, c'est totalement difficile à comprendre parce que personne ne finance la France pour faire la promotion de ces valeurs. Mais pourquoi est-ce que les pays africains auraient besoin d'un fonds pour valoriser? Et donc, nous devons trouver une stratégie pour pallier à cette dépendance grandissante et qui est nourrie. Qui est nourrie dans quel sens? Parce que on nous fait la démonstration dans tous les cas qu'on a besoin de fonds pour pouvoir réellement nous affirmer, ce qui n'est pas faux. Mais on nous fait aussi croire que ces fonds ne sont pas disponibles forcément chez nous et qu'il faut que ça vienne d'ailleurs. Vous pensez que ces fonds sont disponibles sur le continent? Je ne vais pas m'ériger en quelqu'un qui a suffisamment d'éléments, mais je vais faire foi à ce qu'a dit M. Nana Akufo-Addo il y a quelques années, où il faisait comprendre que l'Afrique a suffisamment de fonds et qu'on pouvait financer non seulement l'éducation de l'Afrique, mais bien d'autres choses si on essayait de contrôler le déplacement des flux financiers, que ce soit pas la corruption, que ce soit pas l'envoi des capitaux que nous devons normalement maintenir sur le continent dans des banques à l'extérieur. Et il a prouvé à partir des statistiques et des investigations financées par des institutions assez crédibles. D'accord, mais en attendant d'y arriver, peut-on seulement refuser, on va dire, la charité de la patrie mère? C'est une interrogation à laquelle on ne répondra pas, évidemment. Il y a un autre fonds, par exemple, pour aider les musées africains à accueillir des œuvres internationales et un programme de soutien aux académies sportives africaines. Et autre annonce phare quand même on va dire, à l'issue de ce sommet, c'est la confirmation contre toute attente de la restitution à bonne date, fin octobre, donc fin de ce mois, au Bénin, des 26 œuvres d'art pillées au palais d'Abomey à la fin du 19e siècle. Oui, un mot sur cette annonce-là, sachant qu'il y a quelques jours seulement, on nous apprenait que ces œuvres ne seront de retour au Bénin qu'en février de l'année prochaine. Oui, on dira que c'est aussi dans la stratégie. Montrer qu'on est vraiment intéressé, qu'on est soucieux de voir les choses changer entre la France et l'Afrique et pour l'intérêt de l'Afrique. Mais je dirais simplement qu'il faut être vigilant et que tout cela n'est pas forcément dans l'intérêt immédiat de l'Afrique. Il faudrait capitaliser sur ces petits gains qu'on est en train d'avoir et trouver une stratégie pour en gagner davantage. D'accord. Monsieur Le Campos a commencé par en parler tout à l'heure et je l'ai interrompu, estimant qu'on allait revenir là-dessus. On y revient maintenant. Alors, pour les fins observateurs, justement, de l'actualité internationale et surtout ceux qui ont suivi ce sommet, d'aucuns estiment que les vraies questions du moment n'ont pas été abordées,
comme on va dire celle liée à la jeunesse africaine hein, qui s'insurge par rapport aux bases militaires françaises, donc en Afrique. Le franc CFA, l'émission intempestive de la France dans les affaires intérieures africaines, la liste elle est longue, évidemment. Êtes-vous du même avis? Est-ce qu'il aurait fallu en parler au détour de ce sommet? Alors, moi je commencerai par dire que ce n'était pas des questions qui arrangeaient forcément la France. Parce que si vous observez très bien, lorsque vous vous retrouvez sur une plateforme où vous échangez, parfois vous êtes amené à dire des choses que dans d'autres contextes, vous ne les aurez pas dites. Exemple, la France qui reconnaît que ce qui a été fait en Libye est une erreur, oui. Et c'est difficile de voir un chef d'État admettre cela devant, et je suis persuadé que certainement on lui a rappelé cela même. Il ne peut pas admettre comme ça qu'un État a fait une erreur monumentale, et donc par ricochet, et cela les jeunes n'ont pas oublié, n'ont pas omis de lui rappeler, par ricochet, non seulement ils sont responsables de la situation, mais également dans tout le Sahel. Et ils sont pas en train d'aider. C'est pas une aide. On leur a dit qu'ils sont ils sont censés réparer l'erreur commise. Et qu'en réparant cette erreur, ils ont plutôt contribué même à mener ou à faire plusieurs autres erreurs qui ont des conséquences graves. Des erreurs, on cherche à réparer des erreurs en commettant d'autres. En définitive. Si la France était lancée dans la discussion autour de ces sujets, on aurait pu quand même assister à un certain nombre de propos qui auraient pu coûter très cher à la France. La question du franc CFA, par exemple, n'était-ce pas le lieu quand même de revenir là-dessus, Monsieur Le Campos? Vous savez, ce qui a été fait, comme vous le disiez tantôt, plusieurs points ont été abordés. On a abordé le franc CFA, on a abordé la question des bases militaires et tout. Mais ce que je voudrais rappeler d'abord, avant de commencer, c'est que ne tombons pas dans le piège de penser que Emmanuel Macron est venu là et a laissé ces jeunes dire ce qu'il voulait. Non, c'est un débat qui a été préparé. On revient à ce qu'on ne voulait pas dire. C'est-à-dire que, en définitive, c'était un show. Oui, mais c'était un show. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de... C'est un show, ça a été préparé. Politique. Bien sûr, ça a été longuement, ça a été préparé. Ils savaient qu'ils venaient devant quand même des jeunes qui en avaient grossi le cœur. Pour la plupart des activistes. Voilà. Et comme je disais plus loin, tout ce qui se dit, tout ce qui s'est dit est connu de la France. Donc, ce n'est pas des nouveautés. Donc, ils savaient qu'ils seraient interrogés sur la question libyenne, la question Mali, la question des bases et toutes les relations entre la France et l'Afrique. Donc, ce n'est pas une surprise, et il n'a rien dit, pour ma part, qui sorte du cadre français. Et pour juste finir sur ce point, le président Obama lui-même avait déjà reconnu que ça avait été une erreur d'intervenir en Libye. Donc, reconnaître que la Libye, c'était une erreur, pour moi, ce n'est pas nouveau. Maintenant, pour revenir rapidement sur ces différents points qui auraient dû être abordés. Oui, vous savez, lorsque vous invitez des jeunes de la société civile, et comme l'a rappelé l'une des intervenantes, ils peuvent dire que ce qu'ils pensent, ils peuvent que parler. Il n'y a que des décideurs politiques qui peuvent prendre des initiatives concrètes, des décisions et aller au fond des sujets, ce qui ne peut être le cas dans le contexte que nous avons observé. Donc, on n'a fait que survoler les problèmes, on a parlé des bases, le président français a promis, il a même dit que ce n'est pas de la vocation de la France d'être installé en Afrique de manière permanente. Bon, ça c'est des déclarations politiques, on verra bien dans les faits ce qu'il en est. Pareil pour le franc CFA. Moi, je regrette quand même qu'on n'ait pas été suffisamment loin dans ce qu'on veut vraiment faire, parce qu'il a dit des choses qui, pour ma part, prêtent à polémique. On a parlé de cette fameuse garantie-là, de quoi on parle, parce que on veut rompre, en tout cas, il faut une rupture, parce qu'il faudrait-il le rappeler encore, c'est la seule monnaie coloniale qui existe encore dans le monde. Bien sûr. Et on sait tous que ce n'est pas dans les intérêts forcément des pays africains. Donc, est-ce qu'on veut rompre totalement avec cette monnaie, ou on veut juste une stabilité, la toiletter et puis garder le fond? Oui. Pour finir, on revient à la question que porte à sa gueule le thème donc, de ce numéro de Convainc Moi, 28e sommet France-Afrique, un nouveau format pour une nouvelle ère dans les relations
En quelques mots, très rapidement. Tout dépend de qui, pour qui l'ère est nouvelle. Oui, c'est une redéfinition de la perspective en tenant compte du contexte actuel. Et ce qui est forcément la dynamique que va prendre la France. Maintenant, comment est-ce que les États africains, le peuple africain, va s'adapter à cette nouvelle dynamique? C'est la grosse question et c'est peut-être ce qu'on va demander aussi bien aux experts africains qu'aux leaders africains, parce que la France risque d'avoir une longueur d'avance et peut-être d'en profiter encore très bien. Monsieur Decampos? C'est une opportunité pour les Africains, une fois encore, de pouvoir saisir cette occasion-là pour faire avancer les choses. Et comme le disait mon confrère, il ne faudrait pas s'arrêter sur les annonces de la France, mais il faudrait que nos stratèges, que nos hommes politiques surtout, prennent toute la mesure de ce qui est en train de se passer et prennent des initiatives. Il est inconcevable que ce soit devant le président français que des jeunes puissent avoir la parole de pouvoir s'exprimer de cette manière-là. Les présidents africains, les dirigeants africains doivent pouvoir créer ce cadre-là pour permettre à leur jeunesse de s'adresser directement à eux. De pouvoir même porter plus haut leurs revendications lors des sommets, parce que lorsqu'ils font leurs sommets, c'est pas évident que toutes ces choses-là sont dites de cette manière-là. Donc c'est une opportunité à la fois pour la jeunesse africaine, mais également pour les dirigeants africains de pouvoir... Une leçon donnée aussi finalement par le président Macron au chef d'État africain, à ce qu'ils aillent écouter un peu plus, on va dire, la société civile, surtout la jeunesse. Justement, en parlant de la jeunesse, je ne peux m'empêcher, enfin, je me suis retenu durant tout le long de cette discussion, mais je dois en parler. Ils sont venus des 4 coins du monde, Mali, Congo, Kenya et autres, Burkina, pas le Bénin. De tous les pays d'Afrique, selon ce qui a été annoncé. Pas le Bénin, non. Bon, pas les 11, mais dans l'ensemble. Mais le Bénin, non. On a parcouru un peu le profil de tout un chacun. Pas le Bénin. Le Bénin n'y est pas. La jeunesse manque de... Au Bénin? Non, on ne dira pas ça. Vous savez, le Bénin... 10 secondes. Le Bénin a quand même un certain Kémy Séba. Oui, mais il dérange. Oui. Il dérange beaucoup. Et donc, il faut dire, comme mon confrère l'a souligné, on sélectionne. On sélectionne ceux qui pourront permettre quand même à la France... Peut-être qu'on est trop finalement. On ne manque pas de dynamisme, mais on ne rentre pas dans le cadre. Enfin, dans le cadre. Non, tout ceci pose le problème justement de la préparation et du fait de l'image qu'on a voulu faire les choses, faire les choses bien, écarter toutes les personnes qui étaient trop polémiques. Qui n'auraient pas forcément pu être contrôlées. Voilà, parce que pour finir, on imagine mal qu'on puisse... Juste pour finir là-dessus, il y a deux camps. Il faut savoir qu'il y a deux camps. Il y a ceux-là qui ne veulent pas discuter. 30 secondes. Qui ne veulent pas discuter et il y a ceux-là qui pensent qu'on peut discuter avec la France et construire une relation avec la France. Il y a ceux-là qui veulent qu'on rompe définitivement avec la France. Donc, il y a Kémy Séba, et c'est difficile d'inviter quelqu'un comme ça à un tel événement. Une table de discussion, de dialogue. Pas évident. Merci beaucoup donc à vous deux. C'est toujours un plaisir. Olivier Michel Decampos. Je rappelle que vous êtes tous deux des consultants en relations internationales. Avec vous, donc, sur ce plateau, on a parlé du sommet, le 28e sommet France-Afrique qui s'est tenu à Montpellier du 7 au 9 octobre de cette année. On s'est posé la question évidemment de l'impact de ce sommet, surtout du nouveau format à adopter quant aux relations entre la France et l'Afrique. Vos avis, on les a eus. Évidemment, peu ou pour, on peut s'en satisfaire, mais il va falloir quand même ne pas être dupe et travailler justement à être dans l'anticipation des choses. C'était le convainc-moi de ce jour, chers amis.